Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Saillot. Alors, nous sommes le jeudi 26 janvier 2017. Noël dernier a eu lieu la libération d'Alep, cette victoire de l'armée loyaliste syrienne avec ses alliés russes, iraniens et libanais du Hezbollah. Et donc, dans la foulée de cette victoire, ont eu lieu les pourparlers d'Astana lundi dernier, 23 janvier, et qui se sont prolongés jusqu'au mardi 24 janvier, qui ont réuni les trois États garants du cessez-le-feu de fin décembre, la Russie, la Turquie et l'Iran d'une part, et d'autre part le gouvernement syrien et un certain nombre de groupes armés d'opposition, ce qui n'a pas été sans mal. Le représentant, l'ambassadeur de la Syrie à l'ONU a dit toute la peine qu'il avait eue à se trouver en face de ceux qui avaient pris les armes contre l'État syrien. Donc Bassam Tahan, la question est simple. Qu'est-ce qu'il est ressorti de ces 2 jours de négociations? J'ai oublié de citer de Mistura, donc le représentant de l'ONU, qui était également présent, ainsi qu'un certain nombre d'observateurs, dont l'ambassadeur des États-Unis au Kazakhstan. Donc. Alors, on note d'abord au niveau présence-absence, puisque tu l'as évoqué, l'absence pratiquement de l'Occident, de l'Europe. Hein. À part la présence de l'ambassadeur des États-Unis, on peut dire que l'Occident était très peu représenté, pour ainsi dire. Et ça, c'est important. Ça prouve que la diplomatie russe a réussi à arracher la Turquie à l'Occident en la poussant à accepter non seulement de participer à des négociations, pas en Europe, mais en Eurasie, mais également de faire partie d'une sorte de casque bleu, hein, des comités tripartites ou trilatéraux, Russie, Turquie, Iran, pour surveiller une trêve, un cessez-le-feu. C'est important. Ça, on verra comment les mécanismes vont être mis en place pour pouvoir arriver à une trêve acceptable de tout le monde. Maintenant, pour les autres présents, évidemment, il y a ces groupes armés, mais ni Al-Nusra ni Daesh ne sont représentés, ce qui est tout à fait normal. Ça renvoie à la déclaration d'Assad qu'il est Puis-je vous poser une petite question, Oui. vous interrompre pour vous poser une petite question. Celui qui a été présenté comme le représentant de l'opposition armée, Mohamed Alouche, est le dirigeant du groupe d'opposition qui en fédère plusieurs autres d'ailleurs, Jaish al-Islam, si je prononce bien. Dans certaines dépêches, ce groupe Jaish al-Islam est présenté comme proche d'Al-Nosra. Oui, mais ça c'est jusqu'à maintenant, le problème est entier. C'est pour cela que je voulais parler des autres groupes. Il y a 14 groupes qui sont représentés, avec Al-Louch à la tête de ces groupes, mais il y a d'autres groupes qui ne sont ni Al-Nusra ni Daesh et qui ne sont pas représentés. Je reprends, je voulais citer Assad qui disait qu'il était prêt à négocier avec 91 groupes, mais pas les deux autres qui font 93, à savoir Al-Nusra et Daesh. Ceci dit, pendant les négociations, Al-Nusra menait une guerre sans merci au nord d'Alep et a repris aux autres groupes qui n'étaient pas représentés, dont certains étaient également représentés, 7 à 8 villages. Donc vous voyez, cette représentation de ce qu'on a appelé l'opposition armée pose problème, mais c'est bénéfique dans la mesure où leur présence a marginalisé ceux qui représentent l'Occident, les faux amis de la Syrie, l'opposition politique, entre guillemets, ce que j'appelle l'opposition des hôtels 5 étoiles. L'opposition politique extérieure à la Syrie, Voilà.
Alors que les groupes armés qui ont participé aux négociations sont sur le sol syrien. Sont sur le sol même syrien. s'ils combattent l'État, même s'ils le combattaient jusqu'au moment des négociations. Exact, exact. C'est-à-dire que toute l'opposition qui est née aux États-Unis, en Europe, un peu partout, et qui a été reconnue par la France sous l'influence de Clinton et tout ça, est maintenant pas la seule et unique représentante. C'est ça le coup de maître de Poutine. C'est qu'en fait, on a affaire maintenant à une opposition bicéphale, si je puis dire. D'un côté, on a l'opposition armée. Hein? Bon, il y a sûrement parmi eux des gens qui ont les mains tachées de sang, mais dans le jeu diplomatique, c'est important. C'est-à-dire qu'on neutralise l'opposition politique reconnue par l'Occident par la présence d'une opposition armée qui compte. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a jamais eu de reconnaissance de la part de l'opposition politique de cette opposition armée, et le contraire. L'opposition armée ne s'est jamais reconnue dans ce que l'Occident a voulu dire, voilà les représentants du peuple syrien. On sait très bien dès le début, il y a eu plusieurs bureaux militaires. Les militaires indépendants de l'opposition politique et le bureau militaire qui a voulu créer le Conseil national syrien, et ce fut un fiasco. Oui, Bassam Tahan, donc on a bien compris que la situation était extrêmement complexe du point de vue de la représentativité de ce que l'on qualifie d'opposition. Quelle est justement la représentativité des groupes qui étaient présents à Astana? Alors ça c'est important parce que quand même, vous savez, en gros, aujourd'hui, selon les experts, il y aurait de 150 à 200 000 combattants armés islamistes plus ou moins qui va de l'extrémisme au plus modéré. Ces gens-là sont un peu partout en Syrie, l'est de l'Euphrate, c'est Daesh, autour d'Alep, de Damas, surtout la province d'Idlib, c'est Al-Nusra et les autres. Donc, ce nombre, cette pléthore de terroristes virtuels, et c'est inquiétant pour l'Occident. Comment on va faire avec tous ces gens-là? Où est-ce qu'on va les mettre? Vous ne répondez pas à ma question. Quelle est la représentativité parmi ces 250 000 djihadistes des groupes qui étaient présents à Astana? Sur ces 200 000, on peut dire qu'au moins ce que représente Allouche, ça peut être peut-être, je dirais, le quart, dans les 50 000. Vous voyez, si on prend comme chiffre de base les 200 000. Donc ça n'est pas son groupe à proprement parler, c'est la fédération de groupes qu'il représentait. Exactement. Et en plus, vous voyez, le choix de Allouche est problématique pour le royaume saoudite. Parce que les vrais représentants du royaume saoudite, ce n'est pas Allouche. Allouche a fait ses études au royaume saoudite, il a été financé à un moment donné par le royaume saoudite, mais actuellement, c'est l'homme de la Turquie. Et la Turquie, ce qui est énorme, a fait une déclaration tout au début que les pétromonarchies et le royaume saoudite essayaient de torpiller Astana. On en avait parlé dans la vidéo précédente, justement. L'Occident cherche à torpiller Astana, et entre autres, le royaume saoudite était actif à tel point que la Turquie, qui est quand même un allié du royaume saoudite, en a parlé, a évoqué le problème. Parce qu'elle a tourné sa veste. Oui, parce qu'elle a tourné sa veste. C'est pour cela que le gouvernement syrien se trouve un peu méfiant vis-à-vis des Turcs. Hein? Et évidemment, l'opposition armée, entre guillemets, se trouve méfiante vis-à-vis de l'Iran. Hein? Vous parlez de l'allégeance d'Allouche à la Turquie, il a également fait allégeance à la Russie, et on peut dire que tous ces groupes d'opposition armée qui étaient présents à Astana, y compris la fameuse armée syrienne libre dont on parlait beaucoup au début du conflit syrien, ont tous reconnu ou fait allégeance à la Russie. C'est ce qui les unit plutôt que la volonté d'entrer en négociation avec la Syrie. Alors je reviens à ma question de départ, sur quoi ont débouché ces pourparlers de Bassam Tahan? Alors c'est un communiqué, une déclaration finale qui n'a pas été signée, qui n'a été signée
ni par le gouvernement syrien, les représentants, c'est-à-dire Bachar Jafari, ni par Allouche, représentant de cette opposition armée. Ça a été signé par les 3 pays organisateurs. Les 3 garants du cessez-le-feu. Voilà, c'est-à-dire, ce qui est intéressant pour l'opposition armée et l'armée syrienne libre, entre guillemets, qui en fait partie, hein, c'est qu'ils reconnaissent en la Russie un garant et non pas un allié du gouvernement syrien. C'est ça qui est important. Et alors, ils l'ont dit expressément. En quoi a consisté ce communiqué final? Alors, ce communiqué final consistait à la mise en place de mécanismes pour contrôler la trêve, le cessez-le-feu. Secondo, que la solution du problème syrien était politique et diplomatique, et pas armée. Maintenant, on a eu des déclarations après dans la conférence de presse que si jamais ça ne marchait pas, cette opposition armée reprendrait les armes, enfin, elle ne les a jamais laissées les armes, mais entrerait, se battrait contre le gouvernement syrien. Alors, il faut ajouter quelque chose, c'est que les Russes, quand même, sont très fins. Le 27, c'est-à-dire demain... Non, hier. Demain, oui, pardon. Oui. Demain, la Russie reçoit à Moscou des représentants kurdes, parce que tout le problème kurde a été ignoré dans ces négociations. La partie de la rive est de l'Euphrate occupée par les forces démocratiques chaldéennes kurdes n'était pas pour ne pas choquer la Turquie. Ça d'une part, laissez-moi finir, non seulement donc les Kurdes, mais la Russie, dans sa finesse diplomatique, reçoit également un chef islamiste qui ne faisait pas partie de ces 14 groupes représentés par Allouche. Donc vous voyez, il y a des... J'ai oublié le nom, mais un chef important, il m'échappe. Qui représente quel groupe? Qui représente un groupe islamiste qui n'a pas été à Astana. Donc, on voit là les retombées... un des dénommés Al-Sham Oui, non, mais les Shams, il y a tellement il y en a plusieurs, oui. vous avez... C'est à perdre son arabe, je dirais. Vous avez Hacham et l'autre terme... Faylak al-Sham et Harar al-Sham. Oui, voilà. Il y a beaucoup de Sham là-dedans. Qui est le nom antique de la Syrie. Voilà. Mais Bassam Tahan, avant d'en venir à la journée de demain, pour quelles raisons donc les groupes armés et le gouvernement syrien n'ont pas signé un document final qui devait, l'avez-vous laissé entendre, supposer un volet politique et un règlement de la situation politique de la Syrie de demain? Pour quelles raisons? Oui, mais c'est-à-dire que ce qu'il y a aussi de malin, je dirais, et de subtil, c'est que il y a l'opposition, la coalition syrienne, qui est censée, n'est-ce pas, qui a assisté à je ne sais combien de Genève, qui est censée négocier le politique, voyez-vous. Donc, comme elle était absente, la Russie, l'Iran et la Turquie ont remplacé ça par la proposition, justement, d'une nouvelle constitution syrienne. Et dans cette nouvelle constitution syrienne, on l'apprend aujourd'hui, de plus en plus, bon, il y a des choses qui se dévoilent sur cette réunion et conférence d'Astana, c'est que, par exemple, il y aurait, ou plutôt, il n'y aura plus la religion du chef d'État syrien. Auparavant, il y avait un article qui spécifiait que le président doit être musulman, ça a été supprimé. Ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, on parle même d'une autonomie relative pour les Kurdes, mais ce qui est important dans cette constitution et c'est l'intégrité territoriale de la Syrie. Et ça, c'est pour, évidemment, avoir la bénédiction d'Istanbul, enfin d'Ankara, la capitale des Turcs, et de Téhéran, et du gouvernement syrien et des Russes. Alors, il y a eu, évidemment, toute une campagne mensongère par les chaînes habituelles qui font la propagande du royaume saoudite et de la politique occidentale,
que la nouvelle constitution propose une Syrie fédérale en plusieurs, mais apparemment ce n'est pas le cas. On n'en est pas encore là. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pour quelle raison le gouvernement syrien et les groupes armés d'opposition n'ont pas signé de document final à Astana le mardi 24? Parce que, justement, ni les uns ni les autres n'étaient d'accord sur ce communiqué. Je vais vous dire pourquoi. Mais sur quel point ils n'étaient pas d'accord? Il y a un point très précis. La Turquie, dans le communiqué, il y avait que la Syrie était un État laïque. Et c'est là où on éclate de rire. La Turquie s'y est opposée en disant que la Syrie n'est pas un État laïque, ne sera pas un État laïque, mais c'est un État multiconfessionnel, multiethnique. Pourquoi on éclate de rire? Parce qu'on sait très bien que la Turquie revendique son statut d'État laïque. Alors je ne vois pas pourquoi la Turquie, État laïque, empêcherait la Syrie d'être un État laïque. Il semblerait qu'elle se soit appuyée sur les groupes d'opposition, précisément, qui réclament la même chose. Oui, oui, mais dans ce cas-là, donc, vous avez répondu à votre question. Comment voulez-vous que le gouvernement syrien, qui a toujours affirmé sa laïcité, signe une déclaration où on lui dit que la Syrie n'est pas un État laïque? Par contre, je comprends aussi, si vous voulez, la prudence de ces groupes islamistes, c'est qu'ils ne veulent pas carrément jouer le jeu russe à fond, c'est-à-dire marginaliser totalement la coalition syrienne. Vous voyez, c'est une prudence. C'est qu'on verra à Genève. Alors, le problème qui va se poser à Genève, c'est que l'opposition... Donc Genève qui doit avoir lieu le 7 février, c'est ça? Oui. Qui va représenter l'opposition syrienne? Est-ce que ces groupes armés seront avec la coalition? Il semblerait qu'ils soient admis enfin, en tout cas, la demande a été faite qu'ils assistent à Genève. Mais donc la partie est gagnée pour les Russes. Un dernier point a été évoqué qui a mené à une impossibilité de signature d'un document final, c'est l'Iran. Les groupes armés d'opposition réclamaient qu'il soit fait mention d'une ingérence iranienne sur le plan militaire en Syrie. Je ne pense pas. Non, parce que dans c'est-à-dire ce qui gêne l'opposition islamique, l'opposition tout court, islamique, politique. Je parle de l'opposition présente à Astana, l'opposition militaire. L'opposition présente à Astana, comme j'ai dit, vous avez deux attitudes symétriques. Le gouvernement syrien a une méfiance vis-à-vis de la Turquie. Malgré tout cela, il a une méfiance vis-à-vis de la Turquie. L'opposition armée présente a une méfiance vis-à-vis de l'Iran. Vous voyez? Mais il ne s'agit pas d'une présence iranienne, puisque cette opposition accepte le comité tripartite. L'Iran est là. Maintenant, évidemment... On peut monitorer un cessez-le-feu sans avoir de troupes mais il y a, là où vous avez raison, sur le terrain. C'est que cette opposition, qu'elle soit politique ou armée, s'oppose à l'intervention iranienne. Eux voulaient qu'ils citent la présence iranienne, la présence du Hezbollah, mettent ça au même plan que la présence d'Al-Nusra et Daesh. Mais ça ne peut pas marcher, parce que tout le monde sait que le Hezbollah est un parti politique au Liban, légal, il participe au pouvoir, au gouvernement, vous voyez. Ce n'est pas le cas de Daesh ou Al-Nusra, vous voyez. Bon, on peut dire même que le Hezbollah a mené une guerre contre Israël, ce n'est pas le cas de Daesh ou Al-Nusra, qui nous chantent qu'ils en veulent à Israël, mais en attendant, c'est contre les pays arabes qu'ils... Vous voyez, c'était ça la question. C'est-à-dire, situer, mettre dans le même panier et Daesh, Nusra, le Hezbollah et les forces iraniennes. Bien sûr, voilà. On comprend bien l'enjeu. Reste l'attitude américaine, là. Alors, avant de parler de l'attitude américaine, revenons sur ce projet de constitution. Il semblerait en effet que la diplomatie russe ait introduit ce projet de constitution et l'ait soumis à l'opposition armée, c'est ce qui est fait état dans les dépêches, pour ménager l'avenir d'une solution en Syrie et peut-être pour préparer Genève, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le 7 février. Et en effet, ce projet de constitution porte sur plusieurs points essentiels. Le premier,
c'est le fait que la législation islamique ne Oui. sera plus au fondement de la législation de la loi en Syrie d'une part. D'autre part, le président sera élu pour 7 ans et sur certaines dépêches, il sera non rééligible. Et il ne sera pas forcément musulman. Et ça, c'est Oui. important. Vous l'avez souvent évoqué dans vos interventions sur Oui, le, parce sur que le c'est net. contradictoire. On peut pas. Tout le monde est égal, tous les gens sont égaux, mais certains n'ont pas le droit de se représenter, de se présenter à la présidence. Mais pour répondre à votre question, pour la jurisprudence. Et enfin, dernier point, il semblerait aussi que les Russes proposent un élargissement des pouvoirs de l'Assemblée qui va devenir bicaméral. Enfin, il va y avoir 2 assemblées au lieu Exact, d'une 2 actuellement. chambres. Et enfin, la Syrie ne s'appellera plus République arabe syrienne, mais République syrienne. Et on revient sur ce problème que vous avez commencé à évoquer au début de notre entretien, Bassam Hamdan, le problème des Kurdes, puisque en plus, il sera reconnu dans les zones kurdes 2 langues officielles, l'arabe et le kurde. Oui. 2 langues officielles, parce que si vous ouvrez ce chapitre, on va vous dire, et pourquoi pas l'arménien, pourquoi pas le chaldéen, je précise à nouveau que ce sont des propositions qui sont faites pour démarrer un processus de discussion sur la solution politique de la Syrie future. Oui, alors là, permettez-moi d'abord, pour répondre point par point à votre question. Le point de la jurisprudence islamique comme source, le problème n'est pas nouveau. Et en fait, la vieille constitution syrienne prévoyait cela. Elle disait que la jurisprudence islamique, donc la charia, est une des sources, mais pas l'unique et seule source. Ce qui différencie la constitution syrienne, déjà ancienne, des autres constitutions du monde arabe, où la jurisprudence musulmane est la source. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on va envoyer tout à la charia, tandis qu'en Syrie, elle dit « min masadir », parmi les sources. Vous voyez, c'est un point important. Donc là, on enfonce des portes ouvertes déjà. Ça existe. Ça, c'est pour la jurisprudence. Maintenant, il est vrai que, avant même cette constitution, Bachar el-Assad a reconsidéré le statut des minorités en Syrie. Récemment, bien avant le printemps arabe, entre guillemets, il y a eu, parce qu'auparavant, la jurisprudence musulmane, parfois, était appliquée injustement à des chrétiens. Les chrétiens ont un autre statut personnel. Vous voyez, ça c'est important. Alors, revenons maintenant au problème de la Syrie. Moi, je vous dirais que c'est vrai, la Syrie a une composante arabe et de taille. Parce que, comme disait Nasser, Damas est le cœur battant de l'arabisme. Ça, c'est important, l'arabité. C'est à Damas que le parti Baas, qui affirme son arabité, est né. Mais ceci dit, la Syrie, si vous voulez, est plus ancienne que les Arabes. La Syrie la langue arabe est parlée en majorité, c'est la langue nationale. Mais ceci dit, les composantes ethnico-culturelles de la Syrie, comme on l'a vu, c'est une mosaïque. Donc, moi, personnellement, ça ne me gênerait pas qu'on dise la Syrie. La République syrienne. La République syrienne. D'ailleurs, on a toujours dit Souria, sans ni République, ni... Alors, mais ça pose un problème parce que on ne peut pas non plus faire abstraction de l'influence du poids de l'histoire arabe dans la formation de la Syrie historique. C'est vrai que la première Syrie qui a existé n'était pas arabe, ça c'est vrai. C'est un des États les plus vieux au monde. Et pour ce qui concerne la langue... Oui, une dernière chose. Ôter l'arabité du titre, ça va poser des problèmes pour les nationalistes arabes. Parce que vous vous souvenez, Sadat pour l'Égypte avait changé le nom de la République en mettant la République de l'Égypte arabe
pour insister sur Égypte. On a bien compris les difficultés Voilà. qui vous paraissent surgir à propos de cette dénomination. Mais pour ce qui concerne la langue, êtes-vous d'accord avec... pensez-vous qu'il soit positif de reconnaître 2 langues officielles dans les régions majoritairement occupées par des Kurdes? Dans les régions, mais écoutez, le problème se résout tout seul. S'il y a une autonomie relative et que le peuple syrien vote pour cette autonomie relative, et si dans cette partie autonome relativement, on opte pour le kurde et l'arabe, à ce moment-là, le gouvernement central n'a rien à voir avec ça. Vous voyez, ça dépend. Quelles sont les prérogatives données à ceux qui vont gérer cette autonomie relative? À ce moment-là, si par exemple la région où il y a une majorité kurde décide d'avoir l'arabe et le kurde, je trouve ça normal. Mais si vous venez me dire on va faire ça dans une région où il n'y a pas de kurdes, mais c'est un contresens. Vous voyez? Oui, ouais. Il en est de même d'ailleurs. D'ailleurs, si c'est le cas, à ce moment-là, il faut poser franchement le problème des autres langues. Bon, ben, elles sont moins parlées que le kurde. Mais ceci dit, pour l'arménien, c'est important parce qu'il y a... maintenant, les Arméniens ont quitté la Syrie. Mais tout ça, vous voyez, il faut voir. Il semblerait que les députés français qui se sont récemment rendus à Alep aient rencontré des Arméniens qui fêtaient Noël dans une église arménienne à Alep. C'est vrai, c'est vrai. Bassam Tahan, essayons d'élargir un peu on n'est pas arrivé aux Américains. Le sujet, mais justement, j'avais une question à ce sujet. Donc il ne vous a pas échappé que les États-Unis avaient changé de président et donc de politique. Donc nous avons 3 États garants jusqu'à présent du cessez-le-feu en Syrie, la Turquie, l'Iran et la Russie. La Russie a invité la nouvelle administration à assister à Astana, mais c'était peut-être un peu juste dans la mesure où l'administration est en train de changer, notamment tout le corps diplomatique. Reste donc la possibilité d'une implication différente des États-Unis dans la région et en Syrie particulièrement. Ne pensez-vous pas qu'à terme, les États-Unis pourraient devenir le 4e État garant de ce processus de paix et d'une solution politique en Syrie? C'est fort possible. Parce que vous voyez, la présence militaire des 3 pays cités est éclatante. Il y a des forces russes, il y a des forces turques, il y a des forces iraniennes. Et des forces syriennes, forcément, c'est la Syrie. Maintenant, toute la rive est de l'Euphrate, le champ d'Ormelan, de pétrole, il y a une petite base militaire américaine. Il y a un centre de commandement à Ain al-Arab, Kobané. Donc, je trouve tout à fait normal que les Américains, à ce moment-là, avec leur projet de créer des zones protégées, soient représentés. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que Trump n'a pas averti les Russes de son projet de former des zones protégées pour permettre aux gens de rentrer en Syrie ou d'aller dans un autre pays. D'ailleurs, c'est contradictoire. Ils rentrent en Syrie pour immigrer dans un autre pays en passant par les zones protégées américaines. Eh bien, nous allons vraisemblablement en parler, et ils vont en parler notamment à Genève, qui va avoir lieu le 7 février. Nous serons sans doute amenés à en reparler dans une nouvelle vidéo, Bassam Tahan. Mais la France, notez qu'elle est entièrement absente. Elle qui a reconnu l'opposition. Ce qui est bien mérité. Au revoir, Bassam Tahan. Au revoir, Razi Express.